Donc nous marchons à grands pas vers la fin des rencontres de la santé de Nice. Alors la responsabilité que nous avons est assez grande parce que en fait nous sommes effectivement en période de synthèse de 2 jours qui ont été riches. Je crois que nous ne devons pas tous ensemble maintenant rajouter des questions, rajouter des constats. Mais nous devons essayer de tirer quelques, non pas tout à fait conclusions, puisque c'est Claude Évin qui le fera, mais en tout cas de dire plutôt, à partir de sa propre expérience personnelle, comment on a assisté à ces journées, pour celles et ceux qui ont pu les suivre dans leur intégralité ou en partie, et d'essayer de voir comment, plutôt que de dire maintenant yaka, essayer de voir comment on peut tirer des constats qui seront des constats pas trop déprimants, utiles, pas défaitistes non plus, bien qu'il ne faille pas non plus dire que tout est merveilleux, enfin, etc. Donc, en réalité, j'en appelle, mesdames, messieurs, à votre raison et à votre responsabilité. Essayez de comprendre effectivement comment nos systèmes de santé, vous êtes les uns et les autres des responsables de ce système de santé, en tout cas de vos institutions. Qu'est-ce que l'on peut retenir, ce à quoi on peut s'accrocher peut-être pour le faire évoluer de manière simple en réalité et concrète, avec la responsabilité que vous avez les uns et les autres face aux services rendus, mais aussi à vos collaborateurs. Enfin. Et puis l'idée, peut-être tout simplement, l'idée que vous vous faites de votre métier et de votre responsabilité. Parce que dans la santé, on a quand même, par nécessité, des responsabilités à accomplir, à suivre. Sophie, je vous donne la parole en premier parce que Unicancer, je le dis à votre collègue, Unicancer nous livre le meilleur de lui-même. La déléguée générale. Oui, bonjour et merci de pouvoir me laisser intervenir. Effectivement, Unicancer, c'est le réseau des centres de lutte contre le cancer. Moi, je retiens en fait, de ma perspective de déléguée générale d'Unicancer, il y a 3 grands éléments en fait. Le premier, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le concept de santé globale, One Health, est, on va dire, très utilisé et repris à la fois par les acteurs de la santé d'ailleurs et par les acteurs du monde politique, et sans doute à raison, puisque la santé globale, c'est le fait de s'intéresser de près aux interactions entre santé, entre les questions sociales et environnementales, et je dirais on n'a pas le choix si on veut pouvoir justement s'intéresser aux sujets qui sont comment on travaille sur l'espérance de vie de la population dans la meilleure santé possible. Or, quand on évoque la santé globale, on parle forcément de coopération, parce que c'est finalement tout au long de la vie, tout au long du parcours des patients, et aussi des patients d'ailleurs et des aidants qui les accompagnent. Et donc, ça, c'est très important parce que on ne peut pas effectivement faire de la prévention sans qu'il y ait une coopération très forte entre les patients, les associations de patients, les professionnels de ville, d'hôpital, dans toute leur diversité. Alors, il y a évidemment une statistique qui est celle de la Cancéro, qui est assez parlante et qui a été reprise d'ailleurs moult fois, notamment dans la stratégie décennale, qui est de dire que par exemple 40% des cancers sont évitables parce qu'en lien avec l'environnement au sens large, à la fois la pollution, les facteurs d'exposition professionnelle, mais également les modes de vie. Et ça, effectivement, on ne peut pas de toute façon travailler sur ces sujets. Et en France, on a quand même sans doute encore beaucoup à faire, et on n'est sans doute pas très en avance, comme vous le savez, sur ces sujets-là, en travaillant en pluriprofessionnel. Et quand on parle de santé globale, il ne faut pas que ça soit, je dirais, complètement offshore. C'est forcément ancré dans les territoires. Ça a été dit à plusieurs reprises. Il y a des inégalités encore fortes dans notre pays, du point de vue à la fois des résultats et d'accès aussi à certaines technologies. Je prendrais par exemple la biologie moléculaire, qui est une véritable avancée et qui permet une médecine personnalisée. Et il y a une égalité aujourd'hui d'accès sur notre territoire à ces sujets. Donc l'approche, elle est forcément territoriale. Les GHT ont permis indéniablement de structurer l'hôpital public. Lors des discussions qu'il y a eu dans le cadre du Ségur, il y avait, je dirais, un large consensus de la part des acteurs pour se dire qu'il fallait renforcer l'échelon territorial, régional,
en incluant, comme ça a été dit d'ailleurs, davantage les politiques. Maintenant, il faut arriver effectivement à passer aux actes pour qu'on puisse faire davantage confiance aux acteurs de terrain, comme cela a été dit à plusieurs reprises. Sophie, quand on suit le secteur de la cancérologie, il nous paraît tous assez particulier, à la fois parce qu'il a peut-être des avantages, peut-être d'ailleurs une sorte d'antériorité, peut-être une exposition nouvelle ressentie, mais quand même pas si nouvelle que ça non plus, parce qu'on sait bien depuis longtemps que les cancers peuvent avoir différentes causes, donc vous le dites, notamment d'ailleurs des causes environnementales. Donc en fait ça vous donne à la fois peut-être plus de facilité, une nécessité en fait de coopérer, et peut-être également une exigence nouvelle. C'est-à-dire, comme disait Machiavel, quand on ne peut l'éviter, il faut le vouloir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas vous engager dans des schémas. Et j'ai été frappé parce que quand, dans la table ronde précédente, nos amis belges nous ont dit qu'effectivement, il y avait des coopérations qui marchaient mieux dans la cancérologie que, par exemple, dans l'orthopédie ou d'autres disciplines. Est-ce que c'est vrai, ça ? Je pense effectivement que les évolutions médicales et techniques, en fait, eh bien, quelque part, elles structurent et elles imposent d'une certaine façon la coopération. Beaucoup plus, sans doute, que des normes descendantes qui imposeraient à des acteurs de coopérer. Généralement, ça ne marche pas. On a tous pu avoir l'expérience de coopération qu'on souhaitait imposer à des acteurs. Il est clair qu'il faut du pragmatisme, il faut de la confiance, il faut aussi des incentives pour que la coopération ait un sens. Sinon, par exemple, pour donner un exemple que je connais, sur lequel on échange souvent avec Elisabeth Hubert, jamais un hôpital ne va avoir intérêt à développer l'HAD en chimiothérapie pour ses patients pour des raisons financières. Il faut arriver à créer des incentives. Et par exemple, les articles 51, effectivement, sont des usines à gaz pour avoir déposé des dossiers en concernant certains. Mais ils ont au moins le mérite d'avoir permis, je prends l'exemple de ce que je connais, chimiothérapie orale à domicile, immunothérapie à domicile, c'est des choses très compliquées à mettre en œuvre. Ça a permis de mettre finalement autour de la table des acteurs qui jusqu'à présent avaient parfois des difficultés à travailler ensemble, faute d'incentive et faute aussi peut-être d'habitude, à travailler ensemble pour faire des choses qui me paraissent formidables et qui épousent en fait l'évolution des technologies et de la médecine au profit des patients, la qualité de la prise en charge des patients. Moi, je pensais notamment on en parle souvent comme un exemple, mais les RCP qui sont quand même des réunions, je crois que c'est réunions de concertation pluridisciplinaire, rencontres, réunions, où quand même il y a aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est partout parfait, mais en réalité, il y a quand même une collaboration nécessaire entre le cancérologue, le radiologue, etc. Enfin, chaque fois que je me déplace sur ces questions, on me dit que c'est quand même une réalité aujourd'hui. Oui, tout à fait, effectivement, et ça, c'est de longue date. Il y a des interactions très profondes entre les professionnels de santé pour pouvoir assurer la prise en charge sur l'ensemble du territoire. Effectivement, la coopération se développe encore plus, je dirais, du fait quand même des problématiques aussi de démographie médicale, très clairement. Ce qui renforce d'ailleurs le rôle des centres experts qui font des téléconsultes, même avec toutes les limites que ça a, etc. Sophie, il faut qu'on réfléchisse sur... Enfin, il faut que l'on vous entende sur un point, la gradation des soins. Tout le monde dit qu'il faut... mais la gradation ou graduation des soins, c'est très inhérent en réalité à la cancérologie. Enfin, si je crois. Enfin, en tout cas, chaque fois qu'on parle de cancérologie, on dit il faut grader les soins. En fait, tout à l'heure, je crois que Lamine l'a redit. Donc, quand on fait de la gradation des soins, il faut à la fois imaginer qu'on va vous envoyer des malades dans vos centres. OK, centre expert. De notre côté, il ne faut pas non plus que ces malades deviennent que vos malades à vous. Ce sont des malades, ce n'est pas un gros mot de dire que le médecin généraliste a sa clientèle ou a sa patientèle et qu'il a besoin aussi d'être informé de ce qui a été fait. Enfin, il n'est pas non plus le brancardier du système de santé. C'est-à-dire qu'à un moment, le médecin généraliste, enfin, il faut une coopération entre... Et peut-être
pour être un peu critique et pour pas que l'on fasse en fin de réunion uniquement des choses banales, peut-être que ça ne se fait pas aussi bien qu'on le dit. Souvent, les médecins généralistes, moi j'anime souvent des débats avec les médecins généralistes, ils disent « Oui, mais en cancéro, c'est gentil, mais finalement, moi, mon malade, je ne le vois plus. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, la gradation des soins, c'est effectivement fondamental en cancéro parce que c'est aussi tout simplement assurer la sécurité de la prise en charge des patients et tous les sujets de seuil qui sont à travailler actuellement, notamment en chirurgie, visent à cela, hein, tout simplement, à pouvoir avoir une coordination étroite entre centres de proximité et expertise pour simplement éviter les pertes de chance. Je pense notamment par exemple aux cancers rares qui en sont un bon exemple. Alors après, effectivement, les liens ville-hôpital, c'est intéressant l'exemple que vous prenez sur le rapport entre les généralistes et par exemple les cancérologues, les centres experts. Déjà, la première chose que je vois, c'est la difficulté pour les généralistes tout simplement à avoir assez de temps pour traiter les sujets, et notamment les sujets complexes comme la cancéro. Il y a un bon exemple, c'est qu'il y a un programme qui est assez intéressant, assez innovant en France en tous les cas, qui est piloté actuellement par Gustave Roussy, qui vise à pouvoir à travailler notamment des algorithmes, parce que j'aurais aimé aussi parler d'intelligence artificielle et de data, qui est un sujet passionnant et qui me paraît pas notre sujet, de nature à pouvoir, enfin très intéressant à analyser sur le prisme des coopérations. Mais qui permet en fait, en ciblant des populations potentiellement qui ont un risque augmenté de cancer, en donner en fait un programme qui permet aux médecins généralistes de repérer ces personnes à risque augmenté pour après proposer aux personnes qui ne sont donc pas encore malades des formations et notamment sur tout ce qui est prévention et mode de vie. Et ça, le constat, c'est que les généralistes trouvent ça très bien, mais en fait, ils n'ont pas le temps, concrètement. Ils n'ont pas le temps de moi, je pense que Enfin, moi, je le livre, je suis sûr que vous êtes de bonne volonté, je le livre à votre sagacité, mais moi, je pense que le médecin généraliste, de temps en temps, il a besoin que le cancérologue tienne informé, tout à fait. le tienne informé de l'état de son patient. Voilà, coopération égale humilité et effectivement interaction. Voilà. Effectivement, c'est noté, humilité. Et bien, tout simplement avoir une relation de confiance de long terme. Tout à fait. Et alors, il y avait une autre question que je suis content de vous avoir parce qu'il y avait une autre question qui m'a interpellé, comme on dit, c'est celle de la protocolisation qui avait été évoquée en début de réunion. Ça, il y a une spécialité qui est quand même très fondamentalement assise sur la protocolisation. Il me semble que c'est la cancérologie. Mais effectivement, il n'est pas tout à fait faux de dire non plus qu'après des années et des années de protocolisation, enfin d'exercice, il faille peut-être que ça soit plus personnalisé. Est-ce que vous avez une réflexion sur le sujet ? Les protocoles, c'est évidemment fondamental, là encore, si on se passe du point de vue des patients, pour avoir une standardisation de la qualité de la prise en charge, et ça me paraît inhérent à l'évolution finalement de l'organisation médicale. Alors après, est-ce que les protocoles sont contradictoires avec le fait d'avoir une médecine personnalisée ? À mon sens, pas forcément, parce que finalement, la médecine personnalisée, c'est quoi ? Il y a deux choses. Il y a aujourd'hui les évolutions médicales et techniques qui font que les traitements sont de plus en plus personnalisés parce qu'ils sont conduits par la biologie moléculaire, par exemple, si on prend l'exemple de la médecine, de l'oncologie, mais c'est aussi finalement l'organisation, c'est-à-dire que comme on a des parcours de soins qui sont de plus en plus complexes, des maladies de plus en plus chroniques, et donc sur le long terme, cela nécessite un accompagnement de plus en plus personnalisé. Les deux ne me paraissent pas antinomiques. Oui, je pense que Gérard, s'il est encore avec nous, nous dira ce qu'il en pense, Gérard Raymond. Alors, docteur, Sophie a dit effectivement qu'il y avait un lien quand même étroit entre des centres, d'ailleurs je crois qu'ils ne font pas que de l'hôpital, ils ont aussi des approches de médecine à domicile, mais c'est quand même très fondé sur le suivi de ces patients, notamment en hospitalisation à domicile. Je suis désolée, Pascal, je ne vais pas répondre à votre question. Très bien. Parce que comme je pense que normalement, on était effectivement sur le regard croisé des rencontres, moi je vais rebondir sur finalement ce thème de la coopération et ce que j'en ai retiré et entendu. J'ai trouvé qu'effectivement il y avait tout un tas d'exemples, français ou étrangers, qu'il y avait tout un tas de personnes qui à l'évidence avaient envie de travailler ensemble, qu'ils soient hospitaliers ou libérales, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociales, qu'ils soient publics ou privés. Quels sont les ingrédients
qui peuvent permettre à ce que cela marche. Un, la formation. C'est qu'effectivement, je pense que culturellement, dans les formations qui sont celles que nous avons en France, que cela soit les formations des professionnels de santé, que cela soit y compris les formations qui sont données aux gestionnaires de la santé, elles sont chacun dans leur tunnel, elles sont compartimentées et effectivement, elles ne s'imprègnent pas les unes des autres. La formation et la transversalité de la formation est un élément important. La deuxième chose, les systèmes d'information. Il y a une table ronde qui a démontré, et y compris encore tout à l'heure avec l'utilisation des données et l'intelligence artificielle, c'est un élément fondamental. Et s'il n'y a qu'un enjeu dans ce domaine à conduire et pour lequel se battre, c'est l'interopérabilité. C'est indispensable, c'est la seule chose qui fera sauter les frontières régionales, les frontières sanitaires et médico-sociales, les frontières entre les professionnels. L'interopérabilité, que chacun, dans son logiciel, dans son dossier, retrouve les éléments et ne soit pas déjà à se dire « bon, alors déjà, ce logiciel, comment j'y rentre ?» La troisième chose, et je refais le lien avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est l'échelle du territoire et c'est la capacité, non pas par le biais des articles 51, en dehors de ce qu'en a dit tout à l'heure Sophie ou de ce que Christian Anastasie m'en relatait, mais c'est précisément pas, alors que je pensais que c'était une bonne idée, tels que conceptuellement ils avaient été bâtis, mais les éléments d'accompagnement des projets de coopération, elles doivent se faire là aussi avec des enveloppes déléguées au plus près des populations. Et je pense que si on a des formations plus transversales, si on a ces systèmes d'information avec l'interopérabilité, si effectivement ces financements sont adaptés, les gens ont envie. Les idées, elles ne manquent pas. Elles sont ici et elles viennent aussi de l'étranger. Envie, avoir des idées. Si on est dans le contexte du faire confiance, effectivement, les coopérations, ce ne seront plus des concepts autour duquel on discutera aux journées aussi sympathiques qu'elles soient de Nice, mais elles irrigueront dans les pratiques, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Désolé de ne pas avoir répondu à la question. Non, mais d'abord, il y a une liberté. Moi, je pose les questions, vous répondez. Mais quand même, je reviens, parce que je me dis que malgré tout, j'ai quand même le sentiment, pour ne pas être trop techno et hors sol, ce que l'on nous demande, il faut que l'on donne quelques exemples. Et moi, j'avais effectivement le sentiment, et c'est plutôt tout à fait favorable, c'est que l'activité d'essayer d'améliorer le lien entre les soins complexes qui sont faits dans des structures hospitalières. D'ailleurs, je crois que vous avez également, enfin aujourd'hui, vous essayez d'aller vers les domiciles, de suivre. Et vous qui, par votre activité, êtes très centré sur le domicile, mais sur le domicile avec des soins lourds, enfin moi je pense que là, il y a un exemple de coopération qui me paraît très remarquable. C'est pour ça tout à l'heure, c'était le début de mon intervention lorsque Benoît m'a donné la parole. C'est que nous, c'est simple, c'est pas de la vertu, c'est tout simplement s'il n'y a pas des coopérations telles que je les ai évoquées et telles que, je le rappelle encore, public, privé, sanitaire, médico-social, ville, établissement hospitalier avec hébergement, si nous ne coopérons pas, nous n'existons pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une seule journée d'hospitalisation à domicile. Donc de toute façon, parler aux uns et aux autres, nous, c'est intrinsèque à l'hospitalisation à domicile. C'est sans doute pour cela d'ailleurs qu'elle a mis du temps à se développer, parce que c'est un bouleversement, ouais. Un bouleversement. Et c'est d'ailleurs, je finis simplement là-dessus, c'est pour ça simplement que l'idée que l'on a pu avoir pendant un temps et qui a été je l'avoue, et qui a été pendant un temps de se dire, finalement, pour aller au domicile, il suffit de sortir l'hôpital de ses murs, ça ne marche pas. Les établissements hospitaliers qui sont dans cette problématique de se dire finalement nos personnels vont aller à domicile, ça ne marche pas. D'abord parce que culturellement, c'est pas tout à fait la même chose de prendre en charge quelqu'un qui est sur son lieu de vie que lorsqu'il naît dans un établissement avec hébergement. Et puis la deuxième chose, c'est parce que tout ce qui est l'écosystème, l'environnement sanitaire, social, etc., il doit être pris en compte. Et ça, ce sont les professionnels qui ont l'habitude du domicile, qui peuvent en apporter l'expertise. Mais à contrario,
A contrario, les établissements hospitaliers sont là pour déployer une compétence d'un savoir que, bien évidemment, les acteurs et les interfaces que nous sommes, et y compris, ce n'est pas faire injure aux professionnels libéraux, aux médecins généralistes libéraux, j'en ai été, Philippe en est un, mais effectivement, on a besoin de cette compétence experte au niveau des pathologies. Transition, Philippe. Merci, merci de me donner la parole parce que donc on est à 16 minutes de la fin des rencontres de Nice et on parle enfin de la médecine libérale. Donc j'ai un peu l'impression qu'on est mis de côté par rapport à la coopération. Philippe, je te suis pas, c'est la meilleure table ronde. Oui, merci. Donc en réalité, on te donne. Je vais quand même, ne me coupe pas parce que j'ai que 16 minutes. Donc tiens. Ça va être long. Tiens. La première des choses, c'est je vais donner un peu ce que j'ai fait avant, dans une vie antérieure, avant d'être à l'EANA et donc de représenter les médecins libéraux européens. J'étais à la CNURPS, vous le savez. J'ai fait en 2000 le protocole avec Asalée. Tout le monde connaît, je pense, Asalée. J'ai fait l'ISPL en 2007. L'ISPL, c'était l'Institut des données statistiques. À mon avis, c'est la base de la maîtrise de la qualité actuellement, hein, cher à Gérard. Je pense que les données, c'est quelque chose d'extrêmement important pour maîtriser la qualité dans les années qui viennent. Hein. Donc on a fait deux choses qui montrent que je suis un fervent partisan de la coopération et de la qualité. Alors, on va regarder ce qui s'est passé dans ces rencontres de la Baule, hormis cette boutade sur la médecine libérale et sa place. Parce que je pense que, globalement, centrer tout sur le... On est sur la Méditerranée, hein, ici. Oui, tout à fait. On est à Nice, hein, pas à la Baule. On a fait deux tables rondes qui sont... Et je partirai de celle-là, l'une sur le patient et l'autre sur l'architecture. On n'a pas beaucoup parlé de l'architecture parce que c'est quelque chose d'assez abscon et pas vraiment médical. Mais c'est deux choses qui sont importantes pour nous, nos projets en médecine libérale. Il nous faut un projet. Et ça a été dit par le maître d'ouvrage d'hier, on ne peut pas faire une MSP, un projet médical, sans avoir quelque chose de vraiment sûr, fiable et pérenne. On doit être visionnaire sur un projet qui doit durer dans le temps. Ce projet, il doit être fait sur la base des besoins des patients. Nous, on a fait notre projet sur la relation mère-enfant parce qu'on avait un vrai problème globalement sur notre territoire et on en a fait une modélisation. Donc, on avait ce projet-là qui est duré dans le temps et on l'a traduit par des locaux adaptés qui ont demandé quand même 4,7 millions d'euros, ce qui doit faire 5 millions et des brouettes de francs suisses. J'en appelle à nos généreux donateurs de tout à l'heure. Donc, ce projet-là, c'est un projet qui doit être pérenne et qui doit nous permettre d'attirer les jeunes. Bon. Donc c'est ça que j'en attends. Attirer les jeunes, c'est pour nous quelque chose de capital. Et hormis le temps dont ne disposent pas les médecins généralistes a priori, quoi qu'il faut quand même relativiser un petit peu, c'est toute cette coopération à l'intérieur de ces structures que l'on emmène dans un projet bien monté, avec des murs bien construits dans lesquels les professionnels de santé se sentent bien. Bon. Et je peux vous dire que quand on monte un projet comme ça, eh bien, ma foi, on a à peu près 2 à 3 professionnels de santé par semaine qui font des candidatures spontanées. C'est quand même pas rien. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un problème de gestion. Et le médecin généraliste que je suis n'est pas franchement habitué à gérer une structure qui impose 4,5 millions ou 4,7 millions de mise de fonds, qui a 35 professionnels de santé, qui a des secrétaires administratifs, etc. C'est un coût en RH qui est extrêmement compliqué à maîtriser. Et je ne suis pas sûr, c'est un euphémisme, je ne suis pas sûr que tous les professionnels de santé, y compris dans ma propre structure, soient d'accord pour gérer ces employés. Moi,
ses collaborateurs et ses employés. Donc c'est vraiment très compliqué pour nous d'avoir ce regard de gestionnaire sur une entreprise médicale libérale, certes, qui entraîne des budgets qui sont quand même extrêmement conséquents. Donc quand on parle après échelon suivant, CPTS, qu'on a déjà fait la gestion de la MSP et qu'on en remet une couche, alors là ça passe plus du tout. Ça ne passe plus du tout. Donc, comment j'ai résolu le problème, comment j'essaye de résoudre le problème, parce que pour l'instant, il n'est pas encore résolu, c'est d'avoir une taille critique suffisante pour être ma propre CPTS. Voilà. Donc, à ce moment-là, on supprime un échelon. Mais encore faut-il atteindre cette taille critique qui arrive à ce niveau-là. Mais il n'est pas question de demander, et ça, on en revient au temps médical, à la gestion du temps médical, il n'est pas question de demander à des structures de gérer l'ASCM, le personnel, les projets CISA, la MSPU, parce qu'on a MSPU en même temps, de mettre une couche CPTS derrière, c'est vraiment pas possible. Et là, c'est du temps perdu. Et on recrée, et ce que tu veux dire, Philippe, c'est qu'on recrée dans ces conditions des fonctionnements soit inefficaces, soit technocratiques. Administratifs, complètement. Il faut qu'on dialogue, Philippe. Ah oui, non mais bon, en supprimant un échelon, on arrive à peu près à s'en sortir. Hein, mais autrement, on n'y arrivera pas. Alors, la CPTS, c'était quoi? C'était quand même, initialement dans la loi Touraine, la gestion par l'hôpital de la médecine, l'administration de la médecine libérale de ville par l'hôpital. Un peu, en gros, quoi, hein, on va dire. Les CPTS ont été faites par Jean-François Thébault, enfin, du moins, proposées par Jean-François Thébault sur une alternative à cette contrainte-là. Bon, donc, ça sort de chez nous, si je puis dire. Mais en fait, on voit bien que, globalement, on revient toujours sur une réadministration PLFSS après PLFSS de cette structure de ces PTS. Hein. Donc bon, là, il faut lutter. Il faut lutter contre des PLFSS qui sont annuels. Ça me semble un peu court. Et je terminerai là-dessus, parce que je sens que tu ne vas pas m'en donner beaucoup plus. Je terminerai là-dessus. Je pense aussi, et c'est une idée dont moi j'ai fait une tribune avec Benoît il y a de ça quelques années, je pense qu'il faut revenir là-dessus. Il faut redonner un statut unique du médecin. Je veux dire, le médecin ne doit pas être différemment traité sur le plan fiscal, social, etc., quel que soit son lieu d'exercice, ça doit être exactement la même chose. Si on veut une transversalité complète, là, à ce moment-là, on aura vraiment des gens qui sont interchangeables et qui ne se regarderont pas en chien de faïence et qui ne seront pas compétiteurs, mais complémentaires. Mmh. Vas-y. Toi, qu'as-tu retenu ton regard sur le sujet qui nous est posé? Alors, d'abord, merci de cette invitation, de cette occasion d'évoquer ces rencontres passionnantes. Je vais essayer d'avoir un regard qui sera un peu atypique, puisque un regard d'ancien directeur d'hôpital public qui aujourd'hui s'occupe de cliniques ESPIC et de SAS, et qui essaie de porter des sujets de santé dans un comex d'assureurs, qui fait du RO et du RC. Donc, par avant, je m'excuse, je vais peut-être avoir un prisme légèrement différencié. Bon, la première dimension, c'est que moi j'ai l'impression qu'on s'est dit que les coopérations c'est génial, mais que c'est quand même sucré-salé. La deuxième chose, c'est que tout au long des échanges, je me suis demandé si on se serait dit la même chose sans la crise sanitaire. Et j'ai l'impression qu'on se serait peut-être dit la même chose sans la crise sanitaire. Ce qui est un vrai sujet de fond. C'est mon impression personnelle qui n'engage que moi. Je vais donner 2-3 illustrations en étant surtout pas trop long. La première illustration, c'est que on s'est beaucoup dit que la crise sanitaire, on se l'est dit ici, on se le dit ailleurs, ça a été un accélérateur de bonnes pratiques. Bonnes pratiques de coopération dans les territoires pour faire face. Effectivement, on a rappelé aujourd'hui que c'était quand même un bazar innommable au mois de mars-avril 2020. Et puis bonne pratique en matière de management, puisque tout le monde, du brancardier au directeur, en passant par les aides-soignants, les médecins, se mobilisait pour trouver des solutions inédites à une crise inédite.
Une fois qu'on a dit ça, c'est certainement vrai, il faut en être fier. Moi, j'en suis fier dans mon périmètre. Pour autant, ça reste terriblement artisanal. Et aujourd'hui, sur les coopérations, il y a un vrai sujet de passage à l'échelle, me semble-t-il. Et je pense que c'est un sujet clé sur lequel peut-être on reviendra encore quelques années dans nos rencontres de Nice. Le deuxième sujet, c'est la notion de proximité qui a été réaffirmée. Alors moi, ça me fait très très plaisir, puisque quand je ne parle pas de GHT, je parle beaucoup de proximité. Je trouvais très, très intéressant que la proximité, évidemment, s'inscrive dans une gradation des soins, mais qu'elle ne se résume pas à l'hôpital de proximité, que certains d'entre vous, et notamment Cédric, en parlant du système danois, aient évoqué les organisations de premier recours. Et de ce point de vue-là, le premier recours, c'est pas que du centre de santé, c'est pas que de l'hôpital de proximité, ça peut être de l'EHPAD dans sa configuration de demain, du centre de ressources, de la plateforme territoriale. Mais fondamentalement, est-ce qu'on ne se retrouve pas un peu dans le monde d'avant, puisque quand on parle de l'EHPAD centre de ressources à l'échelle d'un territoire, on a les hôpitaux locaux qui montent au créneau en disant c'est nous, on a les EHPAD qui montent au créneau en disant c'est nous, et on a les acteurs de domicile qui montent au créneau en disant c'est nous. Probablement les professionnels de ville ont-ils une opinion là-dessus. Chacun est légitime. Chacun est légitime. Faut probablement essayer de créer les conditions, et ça renvoie au rôle de l'État et des collectivités que vous avez abordé tout à l'heure. Moi, de mon point de vue, il faut que l'État crée les conditions, qu'il stabilise les financements et surtout qu'il s'occupe de rien d'autre. Surtout de rien d'autre. Et de ce point de vue-là, je fais un petit clin d'œil à la mine. J'ai eu l'impression d'entendre Frédéric Valtou à un moment, comme quoi la fusion des fédérations n'est pas forcément une utopie, quand il appelait à développer le modèle de l'établissement de proximité en appelant au pouvoir public. Bon, moi j'ai des cliniques privées qui font de la proximité, qui sont labellisées hôpital de proximité, et surtout que l'État ne s'en mêle pas trop. Troisième sujet que nous avons, que j'ai retenu, c'est la question, et ce sera le dernier. Bientôt fini. Alors j'en ai encore un et demi. Non, c'est la question des évolutions du système. Donc on a parlé de tension financière, on a parlé de la Suisse. Il y a quand même beaucoup moins de tension financière aujourd'hui sur le système. On a quand même des millions et des millions qui sont déversés, probablement pas assez. Moi, je veux dire deux choses avec mon bout de cerveau de néo-assureur. C'est nouveau pour moi, hein, c'est pas que on propose des produits nouveaux. La première chose, c'est qu'il y a quand même de l'argent dans la santé, et que appréhender la santé comme un levier de création de valeur, et essayer, acteurs de santé, entreprises de santé, collectivités territoriales, d'aller vers une proposition de valeur un peu différente, ça peut permettre probablement de générer des leviers différents. Et puis après, on pourra parler EBITDA, tout ce qu'on veut. Probablement, et d'ailleurs, il ne faut pas se tromper, vous avez vu les millions qui sont déversés par des fonds d'investissement divers et variés sur le sujet. La question de l'attractivité a peu été abordée. Alors Philippe est revenu sur les brancardiers. Je devais dire brancardier 2 fois, j'ai dit 2 fois, hein, je parle à ma table d'hier soir. C'est quand même le gigantesque défi. Et ce n'est pas un défi médical, c'est un défi de professionnels soignants. Et moi je veux bien qu'on parle coopération, mais enfin tant qu'on sera en situation de concurrence frontale pour aller recruter l'infirmière de nuit qui va faire tourner nos structures, eh ben, les coopérations, elles seront compliquées. Sauf à faire ce que certains collègues ont fait du côté de Valenciennes, trouver des solutions territoriales intéressantes. Et mon dernier point, j'en reste là, Pascal, et j'ai été particulièrement économe en valeur relative du temps sur cette table ronde, me semble-t-il, c'est que dans le monde de l'entreprise, on parle beaucoup de new normal. Je le prononce avec mon accent grenoblois, hein, ne m'en tenez pas rigueur. C'est la notion de nouvelle normalité. C'est qu'est-ce qu'on fait de la crise sanitaire? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on replonge dans le monde d'avant? Est-ce qu'on renverse la table pour faire des choses radicalement différentes? Probablement ni l'un ni l'autre. Mais qu'est-ce qu'on est capable de faire pour ressusciter une nouvelle normalité qui irriguerait nos logiques de coopération, hein? J'ai plein de trucs à dire, mais j'ai pas le temps. J'en reste là. Et ce que je voulais dire, c'est que
en dépit de ce regard sucré-salé, j'ai complètement foi dans l'enthousiasme et la richesse de nos rencontres pour faire avancer ces petits et ces grands sujets par la suite. Tu as dit des choses importantes, oui, c'est bien. Tout le monde a dit des choses importantes. Sur la formation, quand même, puisqu'il nous reste encore 2 minutes, sur la formation, ça c'est une vraie question qui a été ouverte, que tu as ouverte, Elisabeth, c'est en fait, on a quand même des médecins, notamment si on parle d'eux, à qui on demande d'être de plus en plus spécialisés et qui ont ces jeunes étudiants qui font médecine aujourd'hui ont finalement assez peu de temps pour pouvoir s'intéresser à autre chose que ce qu'on leur demande, que l'exigence de leur spécialité. Ça me paraît, quand tu dis qu'il faut les former, tu as une piste? Non, mais oui. Parce que la formation, ce n'est pas simplement celle des médecins. Parce que l'enjeu, il est celui que Jérémy a évoqué. Effectivement, on ne fait pas coopérer de vide si on n'a pas suffisamment de soignants. Et ce que nous connaissons à l'heure actuelle en termes de difficultés de recrutement sur tous les métiers du soin, selon moi, on est parti pour un certain nombre d'années. Ça se résoudra sans doute dans 10 ou 15 ans, mais un certain nombre d'entre nous auront cessé de leurs activités. Et donc, c'est pour des années. Et ce qui, moi, me désespère, c'est vrai que j'avais commis un rapport et qui abordait notamment ce sujet-là, c'est la transversalité de l'enseignement. Quand je prends un exemple concret, et qui existe d'ailleurs quand il s'agit de former à l'échelle de diplômes d'université, de DU, etc. Quand on parle de soins palliatifs, qu'il n'y ait pas la possibilité de former en même temps le médecin, l'infirmière, l'aide-soignante, le psychologue, ils vont les uns et les autres s'impliquer sur une démarche. Et donc, à l'occasion des DU, on voit que c'est possible, puisque des DU transversaux existent. Et là, je pense qu'on aborderait totalement différemment d'abord cette adhésion à cette idée de coopérer. On arrêterait très certainement aussi de parler aussi de façon restrictive de délégation des tâches, alors que c'est partager ces tâches. Et un dernier mot, le temps imparti est terminé. Un dernier mot, Sophie, et on conclut. Je voulais dire très rapidement les sujets. Un mot. Un mot et demi. Ce qui est important en termes de coopération, financement par la qualité, notamment la qualité évaluée par les patients, parce que la première coopération, c'est patients et professionnels de santé. Le pilotage par la donnée et l'utilisation des data, on a encore beaucoup de choses à faire en France. Et quelque chose que j'aurais voulu développer, mais je n'ai pas eu le temps, c'est ce qui est fondamental pour le soin et la recherche, c'est la coopération entre les acteurs publics et privés. Et notamment, ça a été dit à plusieurs reprises dans les différentes tables rondes, les entreprises privées et les acteurs de santé en matière de recherche clinique et pas seulement. Cela permettra. Oui, peut-être que ça marche mieux effectivement à l'étranger, ça m'a beaucoup frappé, que chez nous. Mais il faut dire que nous avons une histoire en réalité une histoire de l'aventure industrielle, probablement dans le secteur de la santé, qui n'a pas été, enfin qui nous a beaucoup marqué, Mediator, etc. Moi, j'ai été extrêmement frappé par le fait quand même que la technocratie, quelqu'un l'a dit dans une des tables rondes, la technocratie n'est pas nécessairement liée au statut, c'est souvent lié à la taille. Et puis à la taille des entreprises, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. Et puis pour terminer, évidemment, reprendre l'idée penser global, agir local. Et ça se dit comment en anglais, ça? Penser, ben voilà, je voulais voir. Voilà. Merci, c'est terminé pour les regards croisés.